Chapitre 10. Dans quelle détresse Candide, Cunégonde et la vieille arrivent à Cadis et de leur embarquement. « Qui a donc pu me voler mes pistoles et mes diamants ?» disait en pleurant Cunégonde. « De quoi vivrons-nous? Comment ferons-nous? Où trouver des inquisiteurs et des juifs qui m'en donnent d'autres ?» « Hélas, dit la vieille, je soupçonne fort un révérend père cordelier qui coucha hier dans la même auberge que nous à Badaros. Dieu me garde de faire un jugement téméraire, mais il entra 2 fois dans notre chambre et il partit longtemps avant nous. »« Hélas, dit Candide, le bon Pangloss m'avait souvent prouvé que les biens de la terre sont communs à tous les hommes, que chacun y a un droit égal. Ce cordelier devait bien, suivant ses principes, nous laisser de quoi achever notre voyage. Il ne vous reste donc rien du tout, ma belle Cunégonde ? » « Pas un maravédi, dit-elle. »« Quel parti prendre ?» dit Candide. « Vendons un des chevaux, dit la vieille. Je monterai en croupe derrière mademoiselle, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse, et nous arriverons à Cadis. » Il y avait dans la même hôtellerie un prieur de bénédictins. Il acheta le cheval bon marché. Candide, Cunégonde et la vieille passèrent par Lucéna, par Chilias, par les Brixas, et arrivèrent enfin à Cadis. On y équipait une flotte, et on y assemblait des troupes pour mettre à la raison les révérends pères jésuites du Paraguay qu'on accusait d'avoir fait révolter une de leurs hordes contre les rois d'Espagne et le Portugal, auprès de la ville du Saint-Sacrement. Candide, ayant servi chez les Bulgares, fit l'exercice bulgarien devant le général de la petite armée avec tant de grâce, de célérité, d'adresse, de fierté, d'agilité qu'on lui donna une compagnie d'infanterie à commander. Le voilà capitaine. Il s'embarque avec mademoiselle Cunégonde, la vieille, 2 valets et les 2 chevaux andalous qui avaient appartenu à monsieur le grand inquisiteur de Portugal. Pendant toute la traversée, ils raisonnèrent beaucoup sur la philosophie du pauvre Pangloss. « Nous allons dans un autre univers, disait Candide. C'est dans celui-là, sans doute, que tout est bien. Car il faut avouer qu'on pourrait gémir un peu de ce qui se passe dans le nôtre en physique et en morale. Je vous aime de tout mon cœur, disait Cunégonde, mais j'ai encore l'âme tout effarouchée de ce que j'ai vu, de ce que j'ai éprouvé. Tout ira bien, répliquait Candide. La mer de ce nouveau monde vaut déjà mieux que les mers de notre Europe. Elle est plus calme, les vents plus constants. C'est certainement le nouveau monde qui est le meilleur des univers possibles. Dieu le veuille, disait Cunégonde. Mais j'ai été si horriblement malheureuse dans le mien que mon cœur est presque fermé à l'espérance. Vous vous plaignez, leur dit la vieille. Hélas, vous n'avez pas éprouvé des infortunes telles que les miennes. Cunégonde se mit presque à rire et trouva cette bonne femme fort plaisante de prétendre être la plus malheureuse qu'elle. « Hélas, lui dit-elle, ma bonne, à moins que vous n'ayez été violée par 2 Bulgares, que vous n'ayez reçu 2 coups de couteau dans le ventre, qu'on ait démoli 2 de vos châteaux, qu'on ait égorgé à vos yeux 2 mères et 2 pères, et que vous n'ayez vu 2 de vos amants fouettés dans un auto-da-fé, je ne vois pas que vous puissiez l'emporter sur moi. Ajoutez que je suis née baronne avec 72 quartiers et que j'ai été cuisinière. »« Mademoiselle, répondit la vieille, vous ne savez pas quelle est ma naissance, et si je vous montrais mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous faites, et vous suspendriez votre jugement. » Ce discours fit naître une extrême curiosité dans l'esprit de Cunégonde et de Candide. La vieille leur parla en ces termes. Chapitre 11. Histoire de la vieille. Je n'ai pas eu toujours les yeux éraillés et bordés d'écarlate. Mon nez n'a pas toujours touché à mon menton et je n'ai pas toujours été servante. Je suis la fille du pape Urbain X et de la princesse de Palestrine. On m'éleva jusqu'à 14 ans dans un palais auquel tous les châteaux de vos barons allemands n'auraient pas servi d'écurie. Et une de mes robes valait mieux que toutes les magnificences de la Westphalie. Je croissais en beauté, en grâce, en talent, au milieu des plaisirs, des respects et des espérances. J'inspirais déjà de l'amour, ma gorge se formait, et quelle gorge, blanche, ferme, taillée comme celle de la Vénus de Médicis. Et quels yeux,
Quelles paupières, quels sourcils noirs, quelle flamme brûlait dans mes deux prunelles et effaçait la scintillation des étoiles, comme me disaient les poètes du quartier. Les femmes qui m'habillaient et qui me déshabillaient tombaient en extase en me regardant par devant et par derrière, et tous les hommes auraient voulu être à leur place. Je fus fiancée à un prince souverain de Massa Carrara. Quel prince! Aussi beau que moi, pétri de douceur et d'agrément, brillant d'esprit et brûlant d'amour. Je l'aimais comme on aime pour la première fois, avec idolâtrie, avec emportement. Les noces furent préparées. C'était une pompe, une magnificence inouïe. C'étaient des fêtes, des carrousels, des opéras buffats, continuels, et toute l'Italie fit pour moi des sonnets dont il n'y eut pas un seul de passable. Je touchai au moment de mon bonheur, quand une vieille marquise, qui avait été maîtresse de mon prince, l'invita à prendre du chocolat chez elle. Il mourut en moins de 2 heures avec des convulsions épouvantables. Mais ce n'est qu'une bagatelle. Ma mère, au désespoir, et bien moins affligée que moi, voulut s'arracher pour quelque temps à un séjour si funeste. Elle avait une très belle terre auprès de Gaète. Nous nous embarquâmes pour une galère du pays, dorée comme l'hôtel de Saint-Pierre de Rome. Voilà qu'un corsaire de Salé fond sur nous et nous aborde. Nos soldats se défendirent comme des soldats du pape. Ils se mirent tous à genoux, en jetant leurs armes, et en demandant au corsaire une absolution in articulo mortis. Aussitôt on les dépouilla nus comme des singes, et ma mère aussi, nos filles d'honneur aussi, et moi aussi. C'est une chose admirable que la diligence avec laquelle ces messieurs déshabillent le monde. Mais ce qui me surprit davantage, c'est qu'ils nous mirent à tous le doigt dans un endroit où nous autres femmes, nous ne laissons mettre d'ordinaire que des canules. Cette cérémonie me paraissait bien étrange. Voilà comme on juge de tout quand on n'est pas sorti de son pays. J'appris bientôt que c'était pour voir si nous n'avions pas caché là quelques diamants. C'est un usage établi de temps immémorial parmi les nations policées qui courent sur mer. J'ai su que messieurs les religieux chevaliers de Malte n'y manquent jamais quand ils prennent des Turcs et des Turques. C'est une loi du droit des gens à laquelle on n'a jamais dérogé. Je ne vous dirai point combien il est dur pour une jeune princesse d'être menée esclave à Maroc avec sa mère. Vous concevez assez tout ce que nous eûmes à souffrir dans le vaisseau corsaire. Ma mère était encore très belle. Nos filles d'honneur, nos simples femmes de chambre, avaient plus de charme qu'on en peut trouver dans toute l'Afrique. Pour moi, j'étais ravissante, j'étais la beauté, la grâce même, et j'étais pucelle. Je ne le fus pas longtemps. Cette fleur, qui avait été réservée pour le beau prince de Massa Carrara, me fut ravie par le capitaine corsaire. C'était un nègre abominable, qui croyait encore me faire beaucoup d'honneur. Certes, il fallait que madame la princesse de Palestrine et moi fussions bien fortes pour résister à tout ce que nous nous éprouvâmes jusqu'à notre arrivée. Mais passons, ce sont des choses si communes qu'elles ne valent pas la peine qu'on en parle. Maroc nageait dans le sang quand nous arrivâmes. 50 fils de l'empereur Muley Ismaël avaient chacun leur parti, ce qui produisait en effet 50 guerres civiles, de noirs contre noirs, de noirs contre basanés, de basanés contre basanés, de mulâtres contre mulâtres. C'était un carnage continuel dans toute l'étendue de l'Empire. À peine fûmes-nous débarqués que des noirs d'une faction ennemie de celle de mon corsaire se présentèrent pour lui enlever son butin. Nous étions, après les diamants et l'or, ce qu'il avait de plus précieux. Je fus témoin d'un combat tel que vous n'en voyez jamais dans vos climats d'Europe. Les peuples septentrionaux n'ont pas le sang assez ardent. Ils n'ont pas la rage des femmes au point où elle est commune en Afrique. Il semble que vos Européens aient du lait dans les veines. C'est du vitriol, c'est du feu qui coule dans celles des habitants du mont Atlas et des pays voisins. On combattit avec la fureur des lions, des tigres et des serpents de la contrée pour savoir à qui nous aurait. Un mort saisit ma mère par le bras droit, le lieutenant de mon capitaine la retint par le bras gauche. Un soldat mort la prit par une jambe, un de nos pirates la tenait par l'autre.
Nos filles se trouvèrent presque toutes en ce moment tirées ainsi à 4 soldats. Mon capitaine me tenait caché derrière lui. Il avait le cimeterre au poing et tuait tout ce qui s'opposait à sa rage. Enfin, je vis toutes nos Italiennes et ma mère déchirées, coupées, massacrées par les monstres qui se les disputaient. Les captifs, mes compagnons, ceux qui les avaient pris, soldats, matelots, noirs, basanés, blancs, mulâtres, et enfin mon capitaine, tout fut tué et je demeurai mourante sur un tas de morts. Des scènes pareilles se passaient comme on sait dans l'étendue de plus de 300 lieues, sans qu'on manquât aux 5 prières par jour ordonnées par Mahomet. Je me débarrassai avec beaucoup de peine de la foule de tant de cadavres sanglants entassés, et je me traînai sous un grand oranger au bord d'un ruisseau voisin. J'y tombai d'effroi, de lassitude, d'horreur, de désespoir et de faim. Bientôt après, mes sens accablés se livrèrent à un sommeil qui tenait plus de l'évanouissement que du repos. J'étais dans cet état de faiblesse de l'insensibilité entre la mort et la vie, quand je me sentis pressé de quelque chose qui s'agitait sur mon corps. J'ouvris les yeux, je vis un homme blanc et de bonne mine qui soupirait et qui disait entre ses dents « Oh, qu'est-ce qu'il y a goura, d'essere senza ?» Chapitre 12. Suite des malheurs de la vieille. Étonnée et ravie d'entendre la langue de ma patrie, et non moins surprise des paroles que proférait cet homme, je lui répondis qu'il y avait de plus grands malheurs que celui dont il se plaignait. Je l'instruisis en peu de mots des horreurs que j'avais essuyées, et je retombai en faiblesse. Il m'emporta dans une maison voisine, me fit mettre au lit, me fit donner à manger, me servit, me consola, me flatta, me dit qu'il n'avait rien vu de si beau que moi, et que jamais il n'avait tant regretté ce que personne ne pouvait lui rendre. « Je suis né à Naples, me dit-il. On y chaponne 2 ou 3 000 enfants tous les ans. Les uns en meurent, les autres acquièrent une voix plus belle que celle des femmes, les autres vont gouverner des États. On me fit cette opération avec un très grand succès, et j'ai été musicien de la chapelle de madame la princesse de Palestrine. « De ma mère » m'écriai-je. « De votre mère » s'écria-t-il en pleurant. « Quoi, vous seriez cette jeune princesse que j'ai élevée jusqu'à l'âge de 6 ans et qui promettait déjà d'être aussi belle que vous êtes ?»« C'est moi-même. Ma mère est à 400 pas d'ici, coupée en quartier sous un tas de morts. » Je lui contai tout ce qui m'était arrivé. Il me conta aussi ses aventures et m'apprit comment il avait été envoyé chez le roi de Maroc par une puissance chrétienne pour conclure avec ce monarque un traité par lequel on lui fournirait de la poudre, des canons et des vaisseaux pour l'aider à exterminer le commerce des autres chrétiens. « Ma mission est faite, dit cet honnête eunuque. Je vais m'embarquer à Ceuta et je vous ramènerai en Italie. Ma che schiagura d'essere senza. Je le remercierai avec des larmes d'attendrissement et, au lieu de me mener en Italie, il me conduisit à Alger et me vendit au dé de cette province. À peine fus-je vendu que cette peste qui a fait le tour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe se déclara dans Alger avec fureur. Vous avez vu des tremblements de terre, mais, mademoiselle, avez-vous jamais eu la peste ? Jamais, répondit la baronne. Si vous l'aviez eue, reprit la vieille, vous avoueriez qu'elle est bien au-dessus d'un tremblement de terre. Elle est fort commune en Afrique. J'en fus attaquée. Figurez-vous, quelle situation pour la fille d'un pape âgé de 15 ans qui en 3 mois de temps avait éprouvé la pauvreté, l'esclavage, avait été violée presque tous les jours, avait vu couper sa mère en 4, avait essuyé la faim et la guerre, et mourait, pestiférée dans Alger. Je n'en mourus pourtant pas, mais mon eunuque et le dé, et presque tout le sérail d'Alger périrent. Quand les premiers ravages de cette épouvantable peste furent passés, on vendit les esclaves du dé. Un marchand m'acheta et me mena à Tunis. Il me vendit à un autre marchand qui me revendit à Tripoli. De Tripoli, je fus revendu à Alexandrie. D'Alexandrie, revendu à Smyrne. De Smyrne à Constantinople.
J'appartins enfin à un aga des janissaires qui fut bientôt commandé pour aller défendre Azov contre les Russes qui l'assiégeaient. L'aga, qui était un très galant homme, mena avec lui tout son sérail et nous logea dans un petit fort sur les Paluméotides, gardé par 2 eunuques noirs et 20 soldats. On tua prodigieusement de Russes, mais ils nous les rendirent bien. Azov fut mis à feu et à sang, et on ne pardonna ni au sexe ni à l'âge. Il ne resta que notre petit fort. Les ennemis voulurent nous prendre par famine. Les 20 janissaires avaient juré de ne jamais rendre. Les extrémités de la faim où ils furent réduits les contraignirent à manger nos 2 eunuques de peur de violer leur serment. Au bout de quelques jours, ils résolurent de manger les femmes. Nous avions un imam très pieux et très compatissant qui leur fit un beau serment par lequel il leur persuada de ne pas nous tuer tout à fait. « Coupez, dit-il, seulement une fesse à chacune de ces dames. Vous ferez très bonne chère. S'il faut y revenir, vous en saurez encore autant dans quelques jours. Le ciel vous saura gré d'une action si charitable et vous serez secourus. » Il avait beaucoup d'éloquence. Il les persuada. On nous fit cette horrible opération. L'imam nous appliqua le même baume qu'on met aux enfants qu'on vient de circoncire. Nous étions toutes à la mort. À peine les janissaires eurent-ils fait le repas que nous leur avions fourni que les Russes arrivent sur des bateaux plats. Il ne réchappa un janissaire. Les Russes ne firent aucune attention à l'état où nous étions. Il y a partout des chirurgiens français. Un d'eux, qui était fort adroit, prit soin de nous. Il nous guérit, et je me souviendrai toute ma vie que, quand mes plaies furent bien fermées, il me fit des propositions. Au reste, il nous dit à toutes de nous consoler. Il nous assura que dans plusieurs sièges pareilles choses étaient arrivées et que c'était la loi de la guerre. Dès que mes compagnes purent marcher, on les fit aller à Moscou. J'échus en partage à un boyard qui me fit sa jardinière et qui me donnait 20 coups de fouet par jour. Mais ce seigneur, ayant été roué au bout de 2 ans avec une trentaine de boyards pour quelques tracasseries de cour, je profitai de cette aventure. Je m'enfuis, je traversai toute la Russie. Je fus longtemps servante de cabaret à Riga, puis à Rostock, à Wismar, à Leipzig, à Cassel, à Utrecht, à Leyde, à La Haye, à Rotterdam. J'ai vieilli dans la misère et dans l'eau-pauvre, n'ayant que la moitié d'un derrière, me souvenant toujours que j'étais fille d'un pape. Je voulus 100 fois me tuer, mais j'aimais encore la vie. Cette faiblesse ridicule est peut-être un de nos penchants les plus funestes. Car y a-t-il rien de plus sot que de vouloir porter continuellement un fardeau qu'on peut toujours jeter par terre, d'avoir son être en horreur et de tenir à son être, enfin de caresser le serpent qui nous dévore jusqu'à ce qu'il nous ait mangé le cœur. J'ai vu dans les pays que le sort m'a fait courir et dans les cabarets où j'ai servi un nombre prodigieux de personnes qui avaient leur existence en exécration, mais je n'en ai vu que 12 qui avaient mis volontairement fin à leur misère. 3 nègres, 4 anglais, 4 genevois et un professeur allemand nommé Robeck. J'ai fini par être servante chez le juif don Issachar. Il me mit auprès de vous, ma belle demoiselle. Je me suis attachée à votre destinée et j'ai été plus occupée de vos aventures que des miennes. Je ne vous aurais même jamais parlé de mes malheurs si vous ne m'aviez pas un peu piqué et s'il n'était d'usage dans un vaisseau de conter des histoires pour se désennuyer. Enfin, mademoiselle, j'ai de l'expérience. Je connais le monde. Donnez-vous un plaisir, engagez chaque passager à vous conter son histoire. Et s'il s'en trouve un seul qui n'ait souvent maudit sa vie, qui ne soit souvent dit à lui-même qu'il était le plus malheureux des hommes, jetez-moi dans la mer la tête la première.